Allez, nous allons démarrer tranquillement ce webinaire. Donc, webinaire sur la thématique de la rentrée pour anticiper les évolutions réglementaires et législatives. Et voilà, il y a eu entre le mois de juillet où nous avons annoncé la thématique et aujourd'hui, il s'en est passé des choses, mais voilà, Karim va revenir plus en détail dessus un peu plus tard. Pour commencer, donc voilà, Karim, je te passe la main. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles dans cette journée un peu de contestation, entre autres, avec les difficultés que ça peut représenter pour les uns et les autres. Donc merci, hein. On n'avait pas prévu ça, pour info. Il y a quelques mois, Tout à quand on a fait. terminé cette date, on ne l'avait pas prévu. Mais cependant, merci. Donc rapidement, hein, plus d'une vingtaine d'années maintenant dans le champ de la formation professionnelle, ancien dirigeant d'un gros OF et depuis quelques années euh, dirigeant de mon propre cabinet de conseil et d'audit et de formation, le cabinet MSCK Audit et Consulting. Et toi, Raphaël? Alors moi, donc 5 années, hein, bientôt 6 maintenant, hein, les années montent en tant qu'auditeur qualité, également auditeur Calliope, hein. Certains ont pu m'avoir dans leurs locaux pour les renouvellements ou vont m'avoir sur les surveillances à venir. Et également chargé du système qualité ici à l'ISQ, voilà, s'assurer que, comme vous savez, nous sommes accrédités COFRAC. Et on a des exigences à respecter, un petit peu comme vous. Et donc, voilà, mon travail, c'est d'être garant qu'on respecte bien toutes ces exigences. Et nous avons aussi Louis et Laure qui répondent à vos questions dans le chat en direct. Et si, il y a besoin de plus de détails, on les gardera pour la fin, ces questions-là. Alors, le sommaire, on va commencer comme d'habitude par un petit retour sur l'édition précédente. On a extrait 3 questions sur lesquelles nous allons revenir. Ensuite, un petit point sur le top 3 des non-conformités qu'on a constatées depuis la reprise de cette seconde vague d'audit de surveillance. Et après, nous aurons un petit fil rouge qu'on va dérouler, les évolutions qui ont été actées depuis juillet 2025, ce qui était prévu, hein, ce qu'on avait prévu de vous présenter, et un peu le futur 2026, comment ça va se passer. Et après, on aura, voilà, comme je l'ai dit, une petite partie questions-réponses, comme d'habitude. Pour commencer, voilà. Avant, Ouais, excuse-moi, excuse-moi. pardon, Karim. Oui, c'est vrai, je suis allé un peu vite. Vas-y. Non, non, pas de souci. C'est toujours un peu un petit rappel de la place qu'est l'ISQ en tant qu'organisme certificateur, avec bien évidemment cette logique de pouvoir répondre aux exigences attendues lors des différents audits associés, entre autres sur celui de Calliope. Donc toutes les questions d'ordre juridique, hein, nous ne pourrons pas y répondre dans l'immédiateté. Tout ce qui est de l'ordre du conseil, même si maintenant on a l'habitude de temps en temps de faire quelques pas de côté sur nos webinaires, de pouvoir éclairer certaines interprétations, certaines réflexions, toujours dans le cadre, hein, des audits associés. J'aimerais quand même également, au regard, tu as fait un petit rappel, mais au regard un peu de la situation, euh, ces soubresauts un peu sociopolitiques, entre autres, bien évidemment, nous avions une ligne de conduite, on avait préparé certaines choses, comme pour la plupart d'entre vous dans leur réflexion stratégique, dans leur veille permanente, hein, qu'ils faisaient, et ça depuis quelques temps, et effectivement depuis juillet, des choses qui s'étaient accélérées. Donc on est un peu comme vous, hein, donc je vous rassure, on est aussi dans cette situation d'interrogation, même si on a aussi quelques informations qui nous permettent par moment d'avoir quelques réflexions, quelques logiques de thématiques proposées dans nos webinaires. Donc, on a des choses à dire aujourd'hui, hein, on va essayer de les dire le plus prompt possible, comme d'habitude, avec cette volonté d'essayer d'apporter le plus d'éléments factuels au regard du contexte actuel et des éléments dont on dispose. Donc, ne soyez pas peut-être déçus de ne pas avoir suffisamment d'informations supplémentaires et complémentaires parce que on est un peu comme vous en attente de. Mhm. Merci, Exact. merci Raphaël. Oui, important de faire ce point. Je suis allé un peu vite, excuse-moi. Alors, sur la cartographie des certifiés, hein, vous l'avez l'habitude qu'on vous la présente. Donc, l'évolution depuis un an, plus 7300 NDA, on est passé de 134 000 à 141 000.
une augmentation de 5%, mais à contrario, on a une diminution du nombre de prestataires certifiés. On est passé de 44 500 à 43 008. Donc on voit voilà, un peu cette tendance qu'on voit depuis un petit moment maintenant que les NBA montent, hein. Donc suite à la publication de certains décrets, hein, qui ont fait que notamment bon nombre de formateurs sont tournés vers le fait d'avoir leur propre NBA. Mais à l'inverse, la certification Calliope, hein, diminue un petit peu, hein, des organismes décident d'arrêter Calliope car après un premier cycle, ils ont constaté peut-être que pour leur organisation, la certification Calliope n'était peut-être pas primordiale. En tout cas, nous sommes toujours 33 certificateurs actuellement habilités à pouvoir délivrer la certification Calliope, 8 instances de labellisation et ça fait, voilà, on a à peu près 30% de NDA qui sont certifiés. En sachant que concernant les certificateurs, on a pu constater hein, qu'au regard aussi de ce qui se passe, hein, on vous Mhm, avait prévenu que nous aussi, en tant qu'organisme certificateur, on était contrôlés régulièrement par le COFRAC et certains organismes certificateurs ne sont pas repartis, il y en a qui ont disparu. Donc avec toujours cette volonté du COFRAC d'être dans une démarche d'amélioration, même en direction des organismes certificateurs et ceux qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas aussi le cahier des charges pour lequel ils ont été accrédités ben, ils se retrouvent aussi, un peu comme vous, lors de différents audits, mais à un autre niveau, dans cette problématique de ne plus pouvoir, en tout cas, délivrer cette certification Calliope. Tout à fait, exactement. C'est pareil, mais certification Calliope et nous, c'est accréditation COFRAC. Donc, les petites questions sur l'édition juillet 2025. Première question, Karim. Pour les indicateurs 11 et 30, le processus est bien mis en place, mais avec les systèmes dématérialisés, on a des taux de retour qui sont faibles. Est-ce qu'on peut être pénalisé pour cela? Alors, je- toujours, ce fameux indicateur 11 revient régulièrement, et on pourra le voir aussi dans notre top Dans des le classement, ouais. TNC. euh, c'est bien une obligation à démontrer pour tous les stagiaires. C'est-à-dire que concrètement, c'est vous qui devez évaluer. Donc, lorsqu'on nous présente des auto-évaluations, ainsi de suite, très bien, puisque c'est un outil qui participe et qui est intégré au processus d'évaluation qui doit être formalisé. Cependant, encore une fois, c'est bien une obligation à démontrer pour tous les stagiaires concernant, même en système dématérialisé. Donc, pour l'indicateur 11, le sujet, il est, je ne vais pas dire clos parce que je sais que cette question reviendra, mais quand même, pour le coup, cette obligation, voilà, tout le monde a compris que c'est le Mhm, prestataire qui évalue. Concernant l'indicateur 30, on doit mettre en place un dispositif de relance. Et ça, l'auditeur, lui, va vérifier que le recueil et les retours sont bien significatifs et représentatifs avec le nombre de stagiaires formés. Donc, on ne peut être pénalisé à condition que vous démontrez qu'il y a bien le dispositif de recueil et de relance. Donc, très important sur cet indicateur. Et on va voir aussi que ne pas oublier d'autres parties prenantes que les stagiaires formés dans votre système de recueil et dans le dispositif de relance. mhm. Exactement. Et l'indicateur 30, il y a quatre parties prenantes, donc prenez bien garde à ne pas en oublier une. Deuxième question, est-ce qu'un intervenant externe doit posséder un NDA, Karim? Alors, on a vu précédemment dans ta cartographie qu'il y avait une augmentation, qu'il y avait une Mhm, accélération, d'autant plus que maintenant il y a une législation très claire pour les nouveaux NDA. Le sujet, il est régulier dans tous les échanges qu'on peut entendre par-ci, par-là, ainsi de suite. Alors, nous, tout simplement, hein, on s'est appuyé sur ce qu'a mis à jour au 1er août le service public concernant entreprendre le service public, et on a constaté que tous les organismes, tous les formateurs organisés de formation doivent déposer une déclaration donc d'activité dans les 3 mois, suivant le début de son activité, et transmettre tous les ans un BPF pour que cette déclaration reste valide. Donc, j'aurais tendance à vous dire oui, dorénavant, les intervenants externes doivent tous posséder un NDA. Alors, qu'on ne rentrera pas dans les débats de oui, mais si c'est une expertise, ainsi de suite, ainsi de mhm, suite. Hein, mhm, le BPF est clair, on doit déclarer ses intervenants, et si on les déclare, c'est qu'ils sont tous titulaires, en tout cas, d'un numéro déclaration d'activité sur le sujet.
Très bien, merci Karim pour la En réponse. plus, Et En plus, je dernière crois question. que Raphaël, Ouais. ces derniers temps, il y a des obligations de déclaration et je crois même de certaines sources, euh, il y a certains organismes et certains indépendants qui ont perdu leur NDA faute d'avoir déclaré les bonnes informations sur leur BPF. Donc, il y a cette obligation de posséder le NDA, mais il y a aussi cette obligation de bien compléter le BPF. Le Mhm, BPF. exactement. Maintenant, c'est un système automatique de perte, hein. Tu me dis si je me trompe, Raphaël, mais c'est ça, hein, qu'on a eu Non, comme retour. tout à fait, tout à fait. En plus, on est en plein dedans là. Les Dreads, justement, sont en train de vérifier, contrôler ce que vous avez déclaré au mois de mai, au mois d'avril, là, sur cette année, votre BPF, comment vous l'avez complété. Et s'il y a des irrégularités, eh ben, les NDA seront suspendus. Et donc, vous recevrez un mail de notre part, hein, de l'ISQ, qui vous affirme que votre NDA a été suspendu. Et dernière question sur l'audit de surveillance. Est-ce qu'il est possible de le faire en présentiel, cet audit de surveillance? Je suis au courant que d'autres organismes certificateurs ont déjà anticipé un peu les orientations qui étaient préconisées par le plan de lutte. Bon, à ma grande surprise, hein, c'est un choix délibéré. En tout cas, concernant l'ISQ, on reste bien évidemment en corrélation avec les textes de loi qui sont qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'audit de surveillance doit se Mhm. réaliser à distance, avec différents aussi cas de possibilités qui se passent en présentiel, avec des signalements liés à des réclamations, hein, aussi les résultats de l'analyse, s'il y a eu des situations de risque avec des nombres un Oui. certain nombre de non-conformités majeures pour pouvoir être en présentiel. Et puis, ça peut être aussi à la demande de l'organisme audité. Alors, quand c'est à la demande de l'organisme audité, bon, charge à vous, on vous l'avait expliqué dans des audits précédents, il y aura forcément une modification de votre contrat, mais on peut tout à fait, vous pouvez tout à fait demander à que l'auditeur soit en présentiel. Cependant, nous, organismes certificateurs, on est en phase avec les textes de loi qui est que l'audit de surveillance se réalise à distance à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour l'ISQ, tous les audits à venir de surveillance vont se passer en distanciel, hormis les différents cas que je viens de citer et ou à votre demande. C'est un sujet qui revient régulièrement. On comprend les difficultés, mais on doit s'attabler, comme d'habitude, comme fait l'ISQ, au cadre légal. Tout à fait. Alors, le top 3 des non-conformités qu'on a constatées sur les audits de surveillance qui ont débuté là en 2025, on a déjà à peu près allez, 6 mois de retour d'expérience sur cette deuxième partie d'audit de surveillance. Et voici le top 3 des non-conformités. En premier, nous avons l'indicateur 30. Alors, Karim, qu'est-ce qui ne va pas sur cet indicateur 30? Euh, euh, c'est intéressant parce qu'on vient de voir, hein, on vient de constater avec la question précédente, l'absence de système de relance et de Mhm, sollicitation, soit de l'entreprise, ou soit des financeurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été très surprenant parce que c'était pas une non-conformité qui revenait entre autres de manière régulière. mhm, On avait soit un coût à l'entreprise ou l'équipe pédagogique et le financeur. Il y a des nouvelles modalités en plus maintenant avec la V9 qui peuvent permettre aux organismes de démontrer qu'ils effectuent bien un système de recueil pour les financeurs, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller voir la V9 sur indicateur 30. Et puis l'entreprise. On oublie que mhm, l'entreprise est quand même une partie prenante. Régulièrement, on le voit avec certains CFA. Donc, prudence, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement sur les audits de surveillance, régulièrement. mhm. Tout à fait. La médaille d'argent, c'est l'indicateur 1. Et qu'est-ce qui pose problème sur cet indicateur 1 encore, Karim, après déjà plusieurs audits Calliope? Alors, je vais pas prêcher pour notre paroisse, mais on vous invite régulièrement à revisionner pour anticiper vos audits, nos webinaires, hein, qui ne sont pas anodins en termes d'information. On est revenu régulièrement sur cet indicateur concernant les obligations spécifiques et on retrouve encore une fois, et on le constate hein, sur beaucoup dans les canaux de Mhm, diffusion qui sont utilisés par les organismes, entre autres le site Internet, mais pas que. On a l'absence du libellé exact de la certification et on va voir que dans le plan
de lutte également qui a été Mhm. présenté. On parle d'exactitude maintenant de la certification. Le code RNCP ou RS, le nom du certificateur et la date d'enregistrement. Bon, c'est régulier, mais on va passer parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé assez fréquemment. Exactement. Et la troisième place du podium, elle est occupée par le fameux indicateur 11. C'est quoi le problème sur cet indicateur 11 encore, Karim? Je pense que Raphaël, cet indicateur, depuis 2 3 ans, il fait partie de nos top 3, hein. Là, Ça il y fait un a, moment qu'il est là, mais. il résiste parce que effectivement, on est chacun tous aussi dans la réalité de notre analyse et de notre définition du processus d'évaluation qui est pourtant très clairement défini dans le référentiel, hein. On met en place bien évidemment un processus d'évaluation matérialisé par les outils. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Donc la fameuse auto-évaluation complétée par le bénéficiaire n'est pas suffisant lors des audits. On l'a suffisamment répété, mais je crois que maintenant, à force, moi, c'est comme la démarche d'entraînement. Il faut être répétitif, ça va rentrer. Et donc, c'est bien vous, prestataire, de démontrer lors des audits que vous avez fait la démarche. L'auto-évaluation est un outil qui fait partie du processus d'évaluation. Mais le processus d'évaluation que vous devez démontrer dans sa mise en œuvre, c'est vous qui devez l'appliquer. Mhm. Ok. Donc, pareil, on a abordé le sujet dans plein de webinaires. Donc, je vous renvoie bien évidemment vers nos webinaires précédents. Tout à fait, merci Karim. Et également, on vous a mis un petit lien sur le rappel de l'utilisation du logo Calliope. On voit encore de temps en temps lors des audits des non-conformités sur l'utilisation du logo, des petites actions qui ne sont pas mentionnées ou des logos qui sont utilisés là où ils ne doivent pas être. Donc, n'hésitez pas à consulter la FAQ sur notre site pour un peu clarifier ces conditions d'utilisation. Raphaël, j'aimerais, avant de passer à la suite, Mhm. j'aimerais quand même sensibiliser, bien évidemment, tous nos partenaires, hein, ici présents et les autres qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Lorsqu'on anime des webinaires et lorsque vous êtes chez nous, organisme certificateur, nous vous préconisons très fortement de prendre en compte. euh, on peut passer par moments à travers d'informations et aussi de réflexions qui peuvent aussi porter à confusion, mais la plupart du temps, je pense qu'on est suffisamment clair, nous, ISQ, avec nos clients, pour les préparer du mieux possible aux audits. Et ce qui est de l'ordre des informations complémentaires diverses et variées qu'on peut entendre à droite et à gauche avec des Mhm. pseudo-spécialistes qui inventent d'autres interprétations, charge à chaque organisme de formation de les prendre en considération ou pas. Cependant, nous, on est votre organisme certificateur. Donc, n'hésitez pas à revisionner nos webinaires dans lesquels nous vous donnons des informations précieuses et très fortement intéressantes pour vos futurs audits. C'est ça. Merci Karim pour le rappel. Un autre petit rappel sur l'audit de renouvellement. Quand est-ce qu'on doit faire cet audit de renouvellement, Karim? Alors, j'attends déjà, avant d'annoncer la nouveauté, la bronca. Cependant, comme vous l'avez compris, nous sommes aussi contrôlés par le COFRAC, entre autres, hein, dans le cas de l'accréditation. Et dorénavant, on doit planifier 4 mois avant la fin de validité de certificat qualifié. Les textes, ils sont aussi, vous pouvez aller regarder les textes. Pourquoi 4 mois avant la fin de validité, votre audit de renouvellement? Alors, vous allez me dire, ah, non, on a déjà notre audit de surveillance à préparer. Alors, vous avez raison. Cependant, souvenez-vous qu'on est reparti sur un cycle de 3 ans et que dès l'audit de surveillance, pratiquement, il faudra planifier vos audits de renouvellement. Mhm. Donc, 4 mois avant, pourquoi? Parce qu'on a 3 mois de délai pour répondre au NC majeur. Donc, comme vous le savez, et un mois pour que l'ISQ fasse une vérification et prenne une décision. On a donné l'exemple de la fin de validité au 31/12/2026. Ça veut dire que vous devez planifier au 31 août 2026 votre audit de renouvellement. Donc, nous vous préconisons très fortement, pratiquement au moment de l'audit, la planification de votre audit de surveillance, de planifier également votre audit de renouvellement pour vous éviter de vous retrouver dans cette problématique. Donc, c'est bien de planifier votre audit 4 mois avant la fin de validité de votre certificat. On insiste beaucoup sur cette périodicité. On vous a Mhm. mis un petit Exactement. schéma de compréhension.
tout à fait. Maintenant, on va passer à les évolutions législatives réglementaires qui sont actées aujourd'hui, donc qui ont été voilà, votées, validées, c'est passé. Et on va commencer par quelque chose dont on a déjà parlé précédemment, mais on sait toujours bien de rappeler, c'est sur la réforme du financement de l'apprentissage, Karim, du 1er juillet 2025. Alors, bon, cette partie-là, on l'avait déjà abordée au mois de juillet, hein, Ouais, Raphaël. On a tout à fait. souhaité la remettre aussi en exergue. Donc, bon, vous avez compris qu'il y a des choses qui se sont, on va dire, on a utilisé le terme acté volontairement, hein, parce que ou sinon, c'est très complexe de se dire que les choses, maintenant, elles sont en ordre de marche. D'accord? Elles sont mises en œuvre. Même si il y a des nouveautés, on va bien se rendre compte, qui sont aussi nouvelle, mais pas si nouvelle. Mais je reviendrai sur le sujet au préalable. Donc, la réforme du financement de l'apprentissage, bon, applicable, hein, on l'a compris, hein, les raisons qui ont mené cette réforme, l'évolution des modalités de prise en charge, de versement des niveaux de prise en charge, hein, avec la NPEC, le cadencement des cas de versement, hein, 4, 30, 20, 10, c'est un sujet qu'on a déjà abordé au mois de juillet. Mhm, mhm. On peut avancer sur le sujet, hein, Raphaël. Je vous dirais Ouais. plutôt d'aller voir le webinaire de juillet sur ce sujet. On ne va pas être redondant. Donc, pareil, la minoration du niveau de prise en charge, hein, pour les formations distancielles, avec une prise en charge minorée de 20%, malheureusement. Et aussi la participation des employeurs à la prise en charge. Et là, je sais que c'est un débat actuellement. Je sais que c'est Mhm, actuellement aussi pour les organismes qui délivrent des formations par apprentissage parce qu'on sent qu'il y a un impact réel maintenant avec cette participation obligatoire. Cependant, c'est aussi l'évolution légale et législative et on le voit bien aussi que s'il y a un plan qui a été réfléchi au 30 juin, qui est aussi des dispositifs, des dispositions qui sont dans ce plan, c'est pas anodin. Donc la participation obligatoire, hein, pour les bac plus 3, d'accord? mhm. Bon, le nouveau CERFA, la nouvelle convention, ça on en avait parlé au mois de juillet. Ensuite, les fraudes, les nouveautés qui Alors, concernent les fraudes aux aides publiques. Ouais. c'est ça, hein. Donc il y a le 30 juin, bien évidemment. On avait Mhm, parlé de tout ce qui était lié à la possibilité de suspendre ou radier un organisme. On a parlé au niveau du NDA, au niveau des fraudes, et ainsi mhm, de suite. Donc mhm, mhm, il y a ce qui est de l'ordre de la non-conformité liée aux obligations réglementaires comme le PPF, mais il y a aussi des fraudes, entre autres, et des refus d'obstacles d'un contrôle. On a vu qu'effectivement, avec l'article 34, hein, il y a un renforcement très clair des contrôles, vous l'avez très bien compris. Et puis dans le plan, on en parle beaucoup de cette logique de contrôle un peu interministérielle et de différents services mhm. mis en place, et également par maintenant le fait que l'IGAS devienne une autorité de contrôle pour tous les acteurs. Donc l'IGAS, c'est quand même une inspection générale des affaires sociales qui est quand même une logique interministérielle. Donc ce n'est pas anodin qu'au 30 juin, il y ait de plus en plus cette logique de lutte contre les fraudes aux aides publiques. Exactement. Ensuite, les nouveautés VAE. Oui, alors on avait déjà abordé, hein, le sujet avec l'arrêté du 3 juillet, avec un Mhm, accompagnement personnalisé de cette faisabilité, les deux modèles de dossiers qui sont mis en place, la clarification des prérequis et Calliope pour tous les accompagnateurs, organismes d'accompagnement. Bon, ça, c'est des choses qu'on a déjà abordées. Il y a une mise à jour de plus de 600 certifications. Alors ça, Raphaël, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour ouais. tous les organismes qui délivrent les prestations VAE. Il y avait de vraies problématiques et là, il y a eu une accélération très claire par France VAE, de la plateforme, mise à jour. Mhm, Alors, mhm, il y a toujours des problématiques, mais en tout cas, il y a 600 certifications à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un nouveau décret qui est sorti le 18 juillet, qui rentre en vigueur et qui précise les règles d'éligibilité de la VAE au compte personnel de formation avec une demande obligatoire en amont sur la plateforme, la possibilité de financement CPF ou de confinancement ou de fonds privés, entreprises, fonds propres, hein, prise en charge, et les frais de jury d'accompagnement qui sont éligibles au CPF. Donc, on sent une volonté très claire mhm, de l'État de remettre la VAE au sens un peu d'une démarche politique RH. Je pense que c'est aussi ça, mais il y a tout intérêt maintenant à se mettre bien évidemment en conformité avec les exigences attendues depuis le 1er août concernant la VAE. Donc, c'est un peu le petit plus de satisfaction de cet été, on va dire, hein. mhm. Exactement.
Voilà. Autre sortie réglementaire sur le CPF. Alors, ouais, c'est ce que je disais à contrario. Donc, on a d'un côté une plateforme France VAE qui s'est mise vraiment en ordre de marche, et puis de l'autre côté, on voit qu'il y a 30% de prestations en moins sur le financement, sur le CPF depuis fin juin 2025. Donc, c'est assez aussi. Voilà, hein, il y a des réalités économiques pour les uns et les autres, et puis il y a des choix aussi Mhm, stratégiques, mhm. hein. Mais le CPF, c'est un constat, c'était quelque chose qui avait très très bien fonctionné. Là, d'un seul coup, 30% de moins de prestations prises en charge dans le cadre du CPF. Il y a aussi le décret du 14 avril, hein, qui nous impose bien évidemment cette participation reste à charge. Donc, c'est aussi peut-être une des raisons. Alors, les Mhm. cofinancements, l'éligibilité aux formations certifiantes qualifiantes, ça aussi, c'est attendu. Donc, ça induit aussi une implication des bénéficiaires. Et il y a un impact pour les organismes, c'est d'être référencé au RS ou au RNCP, être certifié Calliope et fournir des données fiables, satisfaction, assiduité, qualité des actions. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. Exact, merci Karim. Et maintenant, ce qu'on rejoint un petit peu au début de ce webinaire sur le NDA. Bon, vous avez compris qu'il y a un décret au 29 juillet. Alors, quand je dis vous avez compris, je pense que vous êtes tous au fait actuellement d'une veille permanente. Ben, vaut mieux, je crois, mais je pense que vous êtes au fait du NDA. Donc, on a un pour un nouveau prestataire depuis le 1er août. On a une demande via la plateforme Mon Activité de Formation. Donc, il n'y a plus de possibilité d'être en physique, en présentiel, avec la pièce d'identité obligatoire. On a un assouplissement, ce qui est intéressant pour le micro OF, hein, avec les micro-OF qui font un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Il y a une Mhm. dispense de convention et il y a une présentation succincte de leur activité. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour les tout petits indépendants qui étaient souvent confrontés avec cette lourdeur administrative. Mais là, c'est très bien. Il y a une date d'instruction de 2 mois. Donc anticipez bien, informez Mhm. bien vos intervenants externes quand même. Il y a un dépôt 100% dématérialisé. Et il y a également, pour ceux qui ont oublié qu'il y a des suspensions de NDA en cas de suspicion, alors là, c'est pour ceux qui le détiennent, mais soyez prudents parce qu'au 1er août, ça va un peu plus s'accélérer. Et maintenant, sachez qu'il y a le système de partager, croiser les signaux. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a une fraude, une problématique, je ne vais pas vous dire tout le monde est au courant, non pas tout public, mais plutôt tous les organes de contrôle dont on a parlé précédemment seront au fait de si vous avez rencontré des problématiques de fraude. Donc, faites attention et on voit bien que là, le NDA, prend une nouvelle direction et je pense que c'est aussi pour sécuriser l'usage des données publiques comme on peut l'entendre de plus en plus. Exactement, Karim. Autre décret qui concerne les certifications professionnelles. Alors, au 6 juin, on avait parlé avec une exigence davantage plus attendue par France Compétences, dorénavant, hein, Mhm, mhm, pour mhm. déposer tous les organismes certificateurs professionnels, hein, entre autres enregistrés au RNCP et au RS, donc la notion de RSE de handicap, de transition écologique. On peut déposer le dépôt possible d'une seule promo RNCP avec un enregistrement sur 3 ans, hein, par moment, des fois c'est sur 5 ans. Donc une seule promo, hein, la période d'un an de carence, 3 échecs de dépôt. Donc, soyez prudents aussi. Un conventionnement avec des partenaires avec dimension obligatoire, hein, c'est des choses qu'il faut garder en tête parce que on a la possibilité d'être habilité à former et ou à évaluer, mais on a des obligations et des mentions. Ça va être extrêmement important, qui seront extrêmement vérifiées. La preuve, on a intégré dans cette décret la notion de vérification de réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement qu'on retrouve, tiens, bizarrement, dans le plan de lutte. Et l'adéquation des actions au référentiel d'activité de compétences. Tiens, c'est des choses qu'on voit également dans le plan de lutte et ça va nous faire la transition avec la suite concernant les diplômes d'éducation nationale. Donc, on voit bien qu'il y a une logique de vouloir contrôler l'exhaustivité et la mise en œuvre effective, réelle des actions de formation, surtout sur certification professionnelle. Mhm. Exactement, c'est un peu la ligne conductrice de toutes ces dernières publications depuis le début de l'année 2025. On va venir sur maintenant les évolutions législatives et réglementaires qui ont été prévues par la loi du 30 juin 2025 et on a bien insisté sur le mot prévu.
Alors désolé, vous avez vu, le temps s'accélère, je vais très vite parce que les sujets sont denses. Donc il y a ces fameuses dispositions du plan qualité dont je parlais, de lutte contre les fraudes. Bon, vous avez compris que maintenant France Compétences redevient et va être encore de manière beaucoup plus importante dans ce rôle de contrôle, hein, avec cette logique pour les organismes qui délivrent des prestations, des certifications de pro, un contrôle des taux de présentation à l'examen, taux de réussite à la certification. Je vais vous dire comme je le pense. Ce fameux plan qualité-lutte est intéressant, mais en même temps, ne nous apporte pas non plus quelque chose de révolutionnaire. Pour tous ceux qui ont suivi nos webinaires précédents avec les thématiques dont on parlait, c'est intéressant de voir que des webinaires thématiques qu'on a fait précédemment se retrouvent maintenant aussi dans des dispositions. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mis entre parenthèses à chaque fois les indicateurs qui étaient concernés et il n'y a rien de nouveau. Donc ce contrôle de taux de présentation, examen, taux de réussite, sa certification, on l'attendait dans l'indicateur 3. La Mm. vérification des débouchés professionnels réels post-formation, on l'attendrait dans l'indicateur 3 également. Et la diffusion de l'intitulé exact des certifications, c'est une nouveauté parce que maintenant, c'est traitement quelque chose qui est souhaité et attendu, mais cependant, Mm. l'intitulé exact des certifications, c'est quelque chose qu'on attendait dans l'indicateur 1. Bon, ça, c'est la première étape des dispositions du plan qualité qui ne sont pas quelque chose, encore une fois, de révolutionnaire. La nouveauté, effectivement, concerne l'habilitation à former au CAP, au BTS. Alors, c'est des choses qui sont souhaitées, attendues pour les diplômes d'éducation nationale afin de répondre aux exigences fixées. Alors, on verra, on voit qu'il y a une volonté à partir du 1er octobre, avec un delta jusqu'à deuxième semestre, je crois, 2026, mais on le verra un peu plus tard, que l'éducation nationale habilite les organismes de formation et ils devront répondre aux mêmes exigences quand on souhaite devenir certificateur, lorsqu'on a plutôt des conventions avec des certificateurs. On a parlé de Mm. dimension obligatoire, donc avec les mêmes exigences. Alors, nous verrons comment va procéder l'éducation nationale sur ce delta, même si on sait qu'actuellement, l'éducation nationale aussi contrôle régulièrement les organismes qui délivrent du CAP au BTS, hein. Donc, on va voir comment ça se procède, mais il y a une volonté très claire, hein, finalement, de consolider ces contrôles. On souhaite mieux protéger les étudiants et les apprentis, alors avec toutes ces clauses abusives, interdites, les avances de Mm. frais, les impossibilités de résiliation. Donc, c'est des choses qui vont être claires, à mon avis, qui vont être très clairement attendues. On souhaite mettre en place un plan de lutte illettriste, prévention des accidents. Ça serait des nouvelles missions du CFA, hein, effectivement, on a des enquêtes relancées sur les pratiques douteuses, on a des dispositifs de signalement des dysfonctionnements. Donc, c'est des choses je vais vous dire, qui existaient, qui sont remises sur le devant de la scène dans ce plan parce que c'était important de le redire, mais c'est des choses qui étaient déjà présentes. Exactement, et voilà, bah, on va continuer à décortiquer avec ce plan de lutte, ce plan qualité, et il y a des nouveaux indicateurs, entre nous on a mis entre guillemets nouveaux, car comme tu le disais précédemment, c'est un peu des choses qui étaient déjà là si on lit entre les lignes. C'était intéressant parce que quand on a travaillé sur le dossier, on s'est dit, mais ça, on en a parlé, c'était le webinaire. Ah bah, ça, on en a parlé également, bah, ça, on en a parlé. Et donc, quand on voit de nouveaux indicateurs, alors, il y aura sûrement de nouveaux indicateurs, hein, mais des indicateurs qui existaient plus ou moins et dont on avait fait preuve peut-être par moment. En tout cas, nous, l'ISQ, on était très attentifs à ces indicateurs concernant la pédagogie de l'alternance. On avait fait une thématique là-dessus, hein, pour les CFA. On parle de nouveaux indicateurs pour les CFA. Hein, je tiens à le préciser. On attend aussi une qualité pédagogique et des dispositifs de formation, un accompagnement de recherche en entreprise. On avait déjà cette information dans l'indicateur 10 qui était attendu, hein. La mission 2, c'était la mission du CFA. Des méthodes de calcul taux de rupture, ben, on revient à l'indicateur 1, l'indicateur 2, entre autres, puisqu'il y avait cette obligation au regard du code du travail. Les pratiques déontologiques dans l'affichage de la formation. Bon, alors ça, le code RNCP, on a vu que c'était une non-conformité, mais le libellé exact, le code RNCP, certificateur, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses qui vont être très, très attendues maintenant en termes de contrôle.
D'accord? La formation des compétences permettant l'exercice en toute sécurité du métier. Donc, c'est des choses inhérentes à l'entreprise, hein, à l'environnement professionnel attendu. Donc, dans l'indicateur 9, la notion d'information, modalité d'accueil et conditions de déroulement aussi de la formation. Et dans l'indicateur 15 également, on parlait des règles, droits et devoirs et règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. Donc, c'est des choses qui sont importantes, mais dans le cas de la transparence des informations, seront beaucoup plus attendues. On a également, et ça c'est quelque chose peut-être de nouveau, même si moi, en ayant fait, je crois que j'ai dû faire 600, 650, 700 audits, j'ai toujours eu la présence du dirigeant dans un premier temps, alors peut-être pas toute la journée, mais en tout cas, il était présent. Donc la Mhm. présence obligatoire du dirigeant lors des audits, je ne sais pas si parmi nos audités, il y a des dirigeants qui n'étaient pas présents, mais la plupart du temps, on les avait. On avait l'audit en présentiel. Maintenant, quoi qu'il se passe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être extrêmement attendu. Alors, nous, en tant qu'organisme certificateur, on serait les plus heureux, mais cependant, il risque d'y avoir aussi des dommages collatéraux économiques, hein, parce que si on vient se déplacer pour une demi-journée quand on est auditeur, vous imaginez bien que aussi, il peut y avoir des répercussions. Donc, l'un dans l'autre, les audits en distance aussi étaient une démarche écologique et de transition aussi Tout à numérique fait. que je trouvais extrêmement intéressant. Mais si on nous impose d'être auditeur présentiel, bon, on va à l'encontre aussi de volonté de public, d'économie d'énergie et aussi de sécurité pour les auditeurs. Mais bon, pourquoi pas. La certification obligatoire des auditeurs, pourquoi pas inscrite au RS, en sachant que je sais que tous les organismes certificateurs mettent en place une formation qualifiante d'auditeurs et un maintien de ces compétences toute l'année. En tout cas, nous, à l'ISQ, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, Mhm. pas de souci là-dessus. Élargir le champ d'application bah, pour tous les OF préparant une certification professionnelle, détenir Calliope. On va dire que ça va dans la bonne continuité. Mhm. Dans la bonne direction. Et maintenant, donc, suite à ces deux chapitres, le troisième, c'est ce qui est envisagé en 2026. Et là encore, on a mis envisagé entre guillemets, car, Eh comme oui, vous le savez, ah ça oui, peut aller très vite, ça peut ah oui. changer d'une semaine à l'autre et partir dans une direction Ah, totalement opposée. Tu as raison, hein, on est un peu tous, hein. Je comprends qu'actuellement, pour les dirigeants, d'être dans des interrogations, dans ce marasme, on comprend, encore une fois, hein, cette situation, mais nous, en tant que certificateurs, de la place qu'est la nôtre, nous devons, en tout cas, essayer d'être dans l'accompagnement et surtout de vous donner les orientations qui vont être attendues. Mais encore une fois, nous avons tellement abordé des thématiques qu'on retrouve maintenant dans ce plan qualité que si vous avez été assidu dans une veille, il n'y a pas de nouveauté. On nous parle d'une nouvelle version du RNQ V10. Effectivement, il y avait une réflexion. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, 2025, on parle de moins en moins. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus prioritaires, à mon sens, que la V10. Cependant, en 2026, il se peut, euh, oui, qu'il y ait une nouvelle version V10 en 2026. Un renforcement de la qualité des formations, vous l'avez compris, l'habilitation des diplômes Mhm. l'éducation nationale qui est prévue sur le second semestre, les missions du CFA avec la prévention des risques et détection et de prévention de l'illettrisme qui vont être attendues au premier semestre, mieux informer et protéger les jeunes et les jeunes et les actifs sur les pratiques abusives, les informations exactes sur les formations et diplômes. Vous voyez, c'est des choses qui vont être attendues en 2026. Alors, on a un rétro-planning, je crois, hein, dans le plan. C'est ça, Tout oui, à la la dernière fin, il page. donne Mhm. les orientations sur 2025. Bon, on n'a pas pris celle de 2025 parce qu'on sait que pratiquement, ils vont être en stand-by ou elles seront mises plus tard, mais peut-être que d'un seul coup, en 2026, on aura tout en même temps. Donc, préparez-vous, hein, c'est ce que je vous dirais. On Mhm. a aussi cette volonté de garantir la qualité des processus d'organisme, délivrant une certification de votre certificat Calliope au premier semestre. En toute franchise, c'est pas quelque chose qui doit vous. Alors oui, il y a une volonté très claire de contrôle, de nouvelles exigences, mais si vous avez fait le job comme nous, on peut le percevoir avec les audités, les auditeurs, les retours des auditeurs, on continue à être en veille permanente. Et ça, c'est important. Mhm. L'anticipation est importante. La démarche d'amélioration est importante. Ouais, exact. Pour pas être pris de court quand justement les changements arrivent. Voilà, donc petite conclusion qui arrive hein, sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, hein, le passé, le présent, le futur. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Je sais que, désolé, hein, c'est rapide, c'est des sujets importants qui nous demanderaient beaucoup plus de temps, hein, mais il y a aussi des réalités dans lesquelles sont les organismes de formation, et je sais que c'est pas facile pour eux, ils ont une rentrée à gérer, hein, déjà, pour la plupart, et puis avec ce marasme social aussi, avec ces interrogations, c'est un peu normal que, on se retrouve dans cette réflexion à l'heure d'aujourd'hui concernant une réglementation beaucoup plus exigeante et plus structurante. Très clairement, on va vers une évolution qui va viser une transparence, une traçabilité, une qualité des actions de formation. Je vais vous dire, c'est un peu ce qu'on attend aussi d'un organisme de formation sérieux, de qualité, d'accord? Il y a tellement eu de dérives que tout le monde a entendu parler de beaucoup de choses, ainsi de suite, qui amènent aussi une exigence nouvelle et une structuration attendue. Donc, si vous n'êtes pas concerné par tous ces défauts et ces mésaventures et ces volontés de nuire à la qualité de prestation, qui au bout de chaîne, c'est le bénéficiaire qui en compatit, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Cependant, ces évolutions vers un renforcement vont être attendues. On va avoir un impact très clair et majeur pour les organismes concernant un périmètre élargi de Calliope, hein, vous l'avez compris. Donc Calliope revient finalement. Il y avait, on entendait par-ci, par-là la disparition de Calliope, ainsi de suite. Non, Calliope restera, hein, c'est un socle de qualité pour tous les organismes de formation attendus. Donc le périmètre va être élargi. On a des obligations accrues en matière de suivi, d'évaluation, de conformité administrative, vous l'avez compris. Il y a un resserrement de partout, les NDA, les contrôles rectorats, DRIETS, ainsi de suite, donc financeurs entre autres, des contrôles renforcés, je viens de le dire. Et une nécessité, ça je tiens à l'aborder, d'anticipation d'adaptation rapide. Et je sais que c'est facile à dire comme ça derrière mon écran, mais en ayant été dirigeant aussi pendant 18 ans, je sais que c'est quelque chose hyper important parce que vous devez sécuriser votre modèle économique parce que c'est votre image qui en compatirait vis-à-vis des parties prenantes, hein. Et on constate encore plus maintenant à l'ère des réseaux sociaux où ça va très vite. Alors, moi, je n'ai pas connu cette ère si forte des réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça va très vite en termes d'image. Donc, ces évolutions, elles ne doivent pas être vues uniquement comme des contraintes. Ça serait la pire des erreurs en termes de réflexion. C'est une opportunité de professionnaliser, mais on l'a déjà dit plein de fois dans nos webinaires, hein, on professionnalise nos pratiques, nos équipes, on valorise la démarche qualité, on se renforce sur le marché de plus en plus compétitif, on se différencie. Voilà ce que vous faites, je suppose, avec difficulté, avec cette réalité, cette instabilité. Mais nous, quand on va auditer les structures qui sont chez l'ISQ, on voit des gens engagés, on voit la volonté de bien faire, on ne voit pas trop, même si ça existe, je suis très clair, on ne voit pas trop aussi ces situations où on essaie de mettre sous le tapis. Non, il y a une volonté réelle, et ça c'est ce qu'on a dit dans les webinaires précédents, qui depuis 3 ans maintenant dans ce cycle de renouvellement d'audit, on voit de la qualité, et ça on vous encourage à rester Mhm. bien évidemment là-dessus. Les prochains webinaires, 6 novembre, 18 décembre. Bon, le 6 novembre, s'il n'y a pas, on ne sait jamais, s'il n'y a pas de choses encore nouveau. On a souhaité, avec l'équipe, parler des erreurs les plus fréquentes lors des audits. Je pense que ce sera un bel exercice pour ceux qui seront en préparation d'audit de surveillance, qu'on abordera les erreurs, et puis pour les audits de renouvellement. Donc, la thématique, c'est anticiper, éviter les erreurs, voilà, lors des audits. Et puis, bien évidemment, en fin décembre, même si c'est loin, on fera une rétrospective 2025 et perspective. Sachez qu'on vous donnera toutes les informations nécessaires s'il y a des choses nouvelles qui arriveront. Hein, soyez bien au fait. Et je finirai à vous dire merci. Et quand on aborde des thématiques dans nos webinaires, elles ne sont pas anodines. À bon entendeur. Très bien, merci Karim pour cette présentation, ce webinaire. Et maintenant, on va passer à la partie questions-réponses, hein. Je ne sais pas si côté Laure, côté Louis, on a des questions à nous poser. J'imagine que oui. Je suis là, messieurs. Je suis en train d'écrire qu'on n'a pas d'informations sur la V10 du guide de lecture. Sur le chat, on nous pose pas mal de questions. On nous pose pas mal de questions. Ah, ça, c'est un sujet intéressant. Je vais commencer par là, sur les NDA pour des formateurs étrangers. Comment faire quand on est un formateur qui habite à l'étranger pour obtenir un NDA? Oui, alors, c'est une question très intéressante, monsieur Louis. Effectivement, cependant, on est lié par une réglementation quand on est bien évidemment
on est lié à la réglementation du pays pour lequel nous nous sommes inscrits, mais il faut s'assurer qu'également, si vous le faites intervenir, s'assurer qu'il a bien toutes les exigences attendues déjà d'une part, et que dans le cadre de la convention de collaboration, il est bien, alors effectivement, la notion de NDA est propre à la France, mais il y a Mhm. d'autres législations qui sont similaires dans d'autres pays. Alors, je ne sais pas si c'est européen ou quand on dit étranger, c'est européen, africain, asiatique, on ne sait pas trop. Mais dans le contrat, bien évidemment, de prestation, il y a des choses qui seront extrêmement attendues et les documents administratifs seront aussi les mêmes hein, qu'on peut demander pour un intervenant externe C'est ça, français. ouais. D'accord? Je peux apporter un petit élément de réponse à la question de ce monsieur qui la pose. De toute façon, pour obtenir un NDA, comme il est rattaché au numéro SIREN, il faut absolument avoir une structure juridique créée en France. Voilà. Même si on habite à l'étranger, il faut avoir quelque chose en France. On va rester sur le thème du NDA pour vous. Concernant les vacataires, un vacataire étant considéré comme intervenant externe, cependant, dans le cadre de sa vacation, il devient salarié de l'organisme de formation. Il n'est pas sous-traitant payé sur présentation de facture. Doit-il avoir un NDA? C'est la notion de vacataire. On l'avait déjà abordé le sujet. Est-ce que le vacataire a un contrat de travail? S'il est contrat de travail, il n'a pas d'obligation d'avoir une DA. C'est toute la vraie réflexion, la logique avec quelques partenaires avec qui j'échange régulièrement. Il y a une réflexion effectivement à ce sujet. Donc, non, lorsqu'on est vacataire, on a un contrat de travail. Il n'y a pas cette obligation de NDA. Point à la ligne. Qui nous fait une petite transition vers la prochaine question. Quid des cabinets de portage qui ont un NDA? Est-ce que leurs intervenants doivent l'avoir ou est-ce qu'ils bénéficient de celui du cabinet de portage? Alors, moi, tu sais, lui, je ne vais pas me transformer en juriste spécialiste. De la place qu'est la nôtre, de la place qu'est la nôtre en tant qu'organisme certificateur, nous, on doit démontrer qu'effectivement, l'audit va s'appuyer sur la société de portage qui, elle, détient son NDA et doit être certifiée Calliope. Ensuite, les modalités de contractualisation entre la société de portage et leurs intervenants, j'ai pas de conseils à leur donner, hormis que le sujet, on l'a déjà abordé. Quand Et même. dernière question sur les NDA. Est-ce qu'un auditeur, lors d'un audit Calliope, peut être amené à demander à l'organisme de formation de lui fournir les NDA de ses formateurs sous Ah, tiens, statut auto-entreprise? c'est intéressant. C'est intéressant. Mm. Donc, je vais essayer de le dire d'une certaine manière, parce que on peut aussi, en tant qu'auditeur, déborder et aller chercher des informations. Ce qui est clair, c'est que ça ne peut pas faire l'objet, vous l'avez compris, Calliope est un processus, c'est une certification de processus. Donc, de demander l'information quand on est auditeur, pourquoi pas? Mais ça ne pourra pas faire l'objet d'une non-conformité, parce qu'on est dans une logique de processus. Cependant, euh, on peut tout à fait demander lors des audits si l'organisme a bien les numéros de déclaration d'activité dans une logique de respect de la réglementation, de la veille, de la logique de contractualisation aussi, d'accord? Mais l'objet pur de la non-conformité ne peut pas être lié à l'absence de NDA ou pas. Ce n'est pas notre rôle quand on est auditeur. Par contre, dans notre manière d'investigation et d'interrogation et de constatation, l'auditeur peut tout à fait demander voilà, la vérification des NDA, mais ça, je crois que quand on a un souci, mais j'insiste bien, je suis désolé, mais j'insiste bien, l'absence de NDA ou pas, ainsi de suite, lors d'audit ne peut pas faire l'objet de non-conformité. Raphaël, je parle sous toi, c'est toi qui as la casquette. Est-ce que tu me dis que Non, c'est... je confirme, voilà, je confirme ce que tu dis, hein. L'auditeur Calliope qui vient chez vous pour un audit Calliope ne peut pas mettre une non-conformité majeure ou mineure sur le 27 ou n'importe quel autre indicateur. Si un de vos sous-traitants n'a pas de NDA, ce n'est pas sa mission et ce n'est pas écrit noir sur blanc sur le guide Calliope que vos sous-traitants doivent avoir un NDA, donc pas de non-conformité sur le sujet. Et je rebondis, et c'est pour ça aussi que le service de vérification est là, hein, à l'ISQ, hein, est là, hein, parce que il y a aussi, Exact. on peut se retrouver avec des auditeurs qui maintiennent, bon, c'est pas grave,
même si on a bien dit clairement avec la Raphaël, sous le pouvoir de Raphaël, là, pour le coup, il n'y a plus de débat, mais il y a un service vérification qui sera là aussi pour dire, attention, non, là-dessus, sur ce type de non-conformité, ce n'est pas possible. Exact. Merci. Il y a énormément de questions sur les NDA qui soulèvent, qui déchaînent un peu les passions. Ah, c'est intéressant, alors. Tout ce qui est non, parce qu'on va pas pouvoir répondre malheureusement. Oui, C'est alors, les NDA, enfin des questions sur le NDA relatives à la sous-traitance. Donc c'est beaucoup qui font appel à du conseil, beaucoup de questions juridiques auxquelles on ne peut malheureusement pas répondre. alors, Euh, j'allais te dire, lui, mm, peut-être que ça peut faire l'objet d'une autre thématique chez l'ISQ Expertise Tout à en fait. parallèle, hein. Je pense que ça, c'est des choses que vous verrez, hein. Les questions de sous-traitance sont effectivement en réflexion. On passe plutôt sur des questions référentielles, audit, notamment sur l'indicateur 30 et relation avec l'OPCO, par exemple. L'OPCO peut-il nous répondre sur l'indicateur 30 et comment faire s'ils invoquent des raisons de neutralité dans leur non-réponse, entre guillemets. Ok, donc on revient sur un webinaire qu'on avait déjà abordé, critère 7. Je crois qu'il y a pas loin d'un an, on avait abordé le sujet du critère 7. L'auditeur, lui, il va vérifier la démonstration de la mise en œuvre du dispositif de recueil. D'accord? Avec cette nouveauté maintenant avec la V9, où pour les financeurs, on peut participer à des webinaires ou à des réunions, ainsi de suite. Cependant, on a Mhm, déjà pu mhm, constater que les OF continuaient à solliciter les OPCO, et les OPCO, de la place qu'elle a leur, invoquent le principe de neutralité. L'auditeur, lui, va constater que la démarche est effective, que le système fonctionne, si l'OPCO répond, et que même si l'OPCO ne répond pas dans l'immédiat, il va être relancé. Et à partir de là, l'auditeur il constatera que le dispositif existe, que le système de recueil existe, et même si le financeur invoque une neutralité, nous, on n'a pas à dire bah, c'est bien ou pas bien, hein. Les OPCO, c'est bien ou pas bien. C'est pas notre rôle, hein. Mais en tout cas, la démarche, donc l'appareil, il ne peut pas y avoir de non-conformité sur le sujet, hein. mhm. Tout à fait. Je dirais, vous avez obligation de moyens, mais pas obligation de résultats. Vous les Très bien. sollicitez, il y a une relance, une deuxième relance, ils répondent pas, bah, vous n'allez pas toquer chez eux pour le forcer à répondre. Surtout les OPCO en ce moment, les pauvres. Je Exact. passe la main à Laure sur les questions suivantes. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivées sur le chat? J'en vois beaucoup. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu as relevées? Oui, il y en a qui sont arrivés, effectivement. On nous pose des questions sur l'audit en présentiel et avec présence du dirigeant. C'est applicable quand? Et est-ce que c'est seulement l'audit de surveillance? Alors, on l'a dit, hein, c'est les Oui. textes en tout cas, c'est des dispositions qui étaient prévues. Qui étaient prévues. Pour l'instant, C'est pas effectif. on s'arrête et même si j'ai parlé d'anticipation, ainsi de suite, mais sur ce sujet-là, attention, c'est des dispositions de la place qu'est la nôtre. On ne peut que respecter le cadre légal dans lequel on va nous demander de nous insérer. Donc, je sais que j'entends plein de choses, tout et je vais même dire du grand n'importe quoi. Pour l'instant, on reste sur le fait que l'audit de surveillance distanciel et ou à la demande de certains cas, l'audit de renouvellement en présentiel. Point à la ligne. Mhm. Après, si on aura d'autres informations, l'ISQ fera la communication nécessaire, mais pour l'instant, pas d'emballement. On reste sur une prédisposition légale. Voilà. Ça, Merci. ça semble intéressant de le dire, oui. Oui. Du coup, on nous demande, je pense que quelqu'un rebondit sur vos propos, on nous demande si le dirigeant doit participer à l'intégralité de l'audit. Ah, Est-ce que- alors là aussi, moi, je trouve, en toute franchise, c'est une très bonne question. Mm, Mhm. Mhm. Pour moi, c'est une très bonne question. Parce que même en tant qu'auditeur, je trouve que l'acte d'audit Calliope en soi, on est sur la certification de processus organisationnel, structurel et fonctionnel, en sachant qu'il y a un processus qui est lié à l'amélioration continue quand même, pour le coup. Et j'ai toujours, en tout cas, trouvé extrêmement intéressant que le dirigeant soit présent. Alors après, si c'est des multisites et des longs Et on déplacements, vous c'est dit, compliqué.
Donc, on le voit plutôt à la réunion d'ouverture et à la réunion de clôture. Mais quand il y a les audits, j'ai déjà vu des dirigeants rester 2, 3 jours, 4 jours pour comprendre, parce que c'était à l'instant T pour lui extrêmement intéressant de faire un constat aussi systémique de son organisation. Mais même sur une journée ou une demi-journée, le dirigeant est présent. Donc, euh, j'aime pas trop parler. Allez, je fais un pas de côté. Je vais dire que c'est très fortement préconisé, et même pour le dirigeant et même pour l'auditeur, c'est bien vu, bien perçu aussi que le dirigeant soit présent. Il n'y a pas pire, et c'est un peu le thématique du prochain webinaire sur les erreurs. Il n'y a pas pire d'arriver quelque part et de ne pas voir les bonnes personnes. Et encore plus lorsque l'audit se passe mal. Merci. Laure, Alors, autre moi, chose? non, j'ai pas d'autres questions. On en traitera certainement quelques-unes Oui, après le webinaire parce que ça demande quand même à repréciser certaines choses. Oui, Hein, donc je suis clair. d'accord. voilà, parce qu'il faut, dans la réponse, il faut vraiment repréciser plusieurs choses. Voilà, et c'est Le- tout pour moi, parce que on, au on niveau est, on est d'anticipation, là, conscient, hein. sur l'auditeur Calliope, mais sur la formation, enfin la certification des auditeurs Calliope, mais là, on donnera sans doute des informations quand on aura plus d'éléments. À nouveau, beaucoup de questions d'ordre juridique, donc auxquelles on va répondre dans la mesure de ce qu'on peut répondre par mail là dans les Typique. prochains jours, comme on fait habituellement. Les questions qu'on ne reçoit, auxquelles on ne répond pas, c'est pas qu'on les ignore, c'est juste qu'on ne peut pas y répondre tout de suite. Oui, si possible, petite aparté concernant les questions, parce qu'on fait un gros travail avec Laure pour répondre, hein. Vraiment, on prend du temps pour pouvoir y répondre sur les questions bien précises. Et toutes les questions de l'ordre de l'anonymat, nous, ça ne nous aide pas, je ne vous cache pas. Donc, vous posez la question en toute transparence, les questions anonymes, bon, on fera en sorte de ne pas y répondre. Je vous le dis en toute franchise, parce qu'il y a d'autres questions et avec honnêteté qui sont posées, on y répondra. Mais les questions anonymes ne m'intéressent pas, ça ne m'intéresse pas d'y répondre, n'est-ce pas, Laure, hein, quand on se retrouve Oui, dans ces situations, hein, il n'y a rien, on peut se cacher derrière l'anonymat, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je préfère répondre avec Laure aux questions non anonymes. c'est ce qu'on fera de toute façon pour cette fois-ci aussi, hein. Quand on a le nom de la personne, c'est mieux parce qu'effectivement, elle peut à nouveau nous recontacter par mail ou nous répondre. Donc, Mhm. ça facilite les échanges. On est Voilà, bon? Bon, ouais, on est Très bon. bien. merci, hein, merci parce que c'est un webinaire chaud, intense, plein d'informations. On aimerait rester. Je pense qu'on aurait pu encore tirer une petite heure avec vous pour pouvoir répondre, pour Facile. pouvoir être plus explicite, plus clair dans la compréhension et l'analyse. Mais pour ceux qui sont en veille permanente, vous avez vu que le plan, finalement, c'est pas une nouveauté au regard de toutes les thématiques des webinaires que nous avons proposés par l'ISQ les fois précédentes, qu'on retrouve très clairement. Et encore une fois, il faut être en veille permanente dans une démarche d'exigence, parce que vous avez compris que maintenant, ça se resserrait dans une logique qualitative, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir aussi en termes de dérive et de fraude, malheureusement, parce que les bons resteront, les mauvais ne resteront pas. Vous savez, ça c'est dans la vie de tous les jours, on va dire, mais encore plus dans l'économie. Donc, merci Raphaël. Merci lui et Ah, Laure merci pour à toi, Karim. à votre disponibilité. Et puis on se voit bientôt pour les erreurs à éviter. S'il y a d'autres infos, on vous tiendra au courant. Merci. Très bonne Très journée. bien. Bel Bonne fin de, Merci. bonne après-midi. fin de Au Bonne journée. journée à revoir. À tous. Au Au revoir. bientôt. revoir. Merci, à bientôt.